Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, on a un invité qui est Éric Renaud. Salut tout le monde. Salut Bonjour, Eric. Eric. Salut Bruno. Donc, un autre Éric avec un K. Oui, un peu différent. Un peu différent. Parle-nous donc de toi un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je peux dire? Je fais du coaching en agilité. Donc, c'est vraiment ce que je fais pour aider mes clients entreprises. Puis aussi, je fais de l'architecture logicielle. Donc, ça fait un petit bout de temps que j'écris moins de code, mais que j'aide plus les autres compagnies à écrire du code pour eux autres mêmes. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Je suis un entrepreneur, donc je suis en train de bâtir ma troisième compagnie. On a un startup qui s'appelle Daytickler. Donc, j'espère que vous allez... Comment tu as ça? Daytickler. Daytickler. Oui, Daytickler. Okay. C'est quoi l'objectif de ça? Oh my God! On n'a pas encore figuré c'est quoi notre elevator pitch, on l'écrit avant de le figurer. Donc, mais ce que je peux dire, c'est dans l'espace de la productivité personnelle. Donc, l'idée, c'est comment que moi, je peux me sentir plus fier d'accomplir des choses au jour le jour, mais de façon collaborative. Donc, comment je fais pour travailler avec vous autres sur des projets collaboratifs, mais en ayant un sentiment d'accomplissement à chaque fois que je fais quelque chose, pour dire, hey, aujourd'hui, j'ai fait ça, je suis fier de moi-même. Okay. Donc, c'est un peu ça qu'on essaye. C'est pas juste un to-do list, c'est vraiment... ça tourne autour de la fierté et de la collaboration. Donc, on a hâte d'emmener ça au marché. Cool. Puis, tu es aussi MVP depuis plusieurs années. Oui, ça fait 9 ans que je suis MVP, donc j'approche du 10, là. C'est ça. Les chiffres ronds. Oui, c'est bon. Autre que ça, ma spécialisation, c'est vraiment tout ce qui est automatisation, finance, comptabilité. C'est vraiment là que j'ai des bonnes connaissances du domaine d'affaires. Donc, quand j'ai un client qui a besoin d'aide en finance, je ne parle pas de rien. La terminologie, tu la connais. Exactement. Donc là, ça permet d'aller plus vite au niveau du projet. En termes de technologie, parce que souvent on dit c'est beau les domaines d'affaires, mais comment que tu travailles? Donc, je pense que dernièrement, c'est beaucoup le web. Puis Office 365. Donc, je ne sais pas si vous avez joué un peu avec ça, là, mais... on a eu, leur dernier invité, c'était Salim Adamon qui parlait de Dynamics 365, maintenant qui n'est plus de Dynamics CRM. Okay. Effectivement, la plateforme 365 commence à prendre toute la place chez Microsoft. C'est ça. Puis, Office 365, c'est fait avec des plugins. Puis, c'est incroyable comment on peut faire des petits plugins qui amènent beaucoup de valeur. Par exemple, j'ai un petit plugin qui apparaît dans Word pour me donner l'adresse de mon client. Donc, je n'ai pas besoin de fouiller parce que Word sait quel client. Directement. Donc, il me l'affiche dans un pop-up. C'est des petites affaires comme ça que pour des firmes d'avocats, c'est précieux. Des intégrations, j'imagine, avec Excel, qui est l'outil par excellence dans le domaine financier. On s'entend. Toutes les grosses organisations ont leur base de données là-dessus. C'est vraiment ça. Puis, c'est ça. Je suis aussi un speaker, un peu comme toi, Eric. Puis, je sais pas si tu as donné des conférences. Non, seulement par le Bracket Show. OK, c'est un newbie, mais on introduit avec le Bracket Show. Peut-être un jour. En public. Puis, c'est ça. Surtout mes sujets, c'était de l'architecture. Puis, de ce temps-ci, je me concentre beaucoup plus sur les jeunes. Donc, essayer de donner des présentations. Dans les écoles? Dans les écoles. Ma fille, elle a 6 ans, donc c'est une belle introduction. Donner des présentations à des enfants de 6 ans, c'est différent de donner des présentations aux adultes, mais je m'adapte. C'est super. Puis, si on parle un peu du futur, mes défis que je regarde présentement, c'est tout ce qui est big data, intelligence artificielle. Puis, machine learning. Oui, machine learning, je trouve ça passionnant, mais je comprends rien encore, donc j'ai encore des croûtes à manger. Puis tout ce qui est les bots, tout ce qui est capable d'avoir une conversation avec un système informatique, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On a un bot, nous autres ici à Pixis, qui s'appelle Talia, qui est notre système de feuille de temps, qui nous jase pour nous demander qu'est-ce que tu as fait hier, puis dans quoi tu veux rentrer ton temps, puis c'est un peu ce concept-là. C'est un logiciel qui date, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les nouveaux outils, ce serait le fun de le réactualiser. On voit aussi que c'est en expansion. On pense entre autres à Google qui ont sorti Allo pour le nouveau système de chat avec un bot intégré. Donc, il y a quelque chose qui s'en va là-dessus. L'intégration avec toutes les plateformes de chat, Slack, Hangout, tout ça, c'est tout intégré. Le monde est en train de changer, on est en train, je pense, de passer aux apps vers les bots. Puis, je sais pas où ça va nous mener, mais j'ai des choses à apprendre là, puis j'aimerais faire des choses durant la prochaine année dans ce coin-là. Cool. Bon, Eric, aujourd'hui, tu aimerais nous parler d'un produit qui s'appelle Mediator, mais je pense que tu veux nous amener un petit peu ailleurs avec ça. Oui, c'est ça. C'est que Mediator, c'est un projet, librairie qui est disponible sur GitHub, qu'on peut utiliser dans nos projets. Mais c'est une librairie qui fait des choses, mais moi, je voudrais vous parler un peu de la théorie qui permettrait de dire comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour comprendre à quoi ça sert, en fait. Là. Exactement. Okay. Puis, avant de parler je vais vous parler de CQRS, mais avant d'en parler, parlons un peu d'une application traditionnelle. Donc, souvent, quand on regarde une application traditionnelle, on a une couche de présentation, on fait de la validation, on a une couche d'affaires, puis ensuite, on va parler à une base de données pour être capable de récupérer du data ou le sauvegarder. Ça nous amène rapidement à un mode qu'on dit, j'ai un objet bateau, j'ai une classe bateau, j'ai un écran bateau, j'ai une table bateau, ça fait du sens.
Mais aussitôt qu'on essaie de faire évoluer ce système-là pour dire, bien là, j'ai besoin d'afficher plusieurs bateaux à la fois. On va-tu vraiment traîner tous ces bateaux-là sur le fil, en mémoire, puis tout ça? Ou là, on va dire, bien là, j'ai peut-être besoin d'une classe spécialisée qui contient juste l'information que j'ai besoin de transférer. Mais on voit tout de suite que l'architecture qu'on a mise en place n'est peut-être pas bonne pour faire ce genre de choses-là, parce que là, c'est une architecture qui va rapidement aller en spaghetti. Parce que là, si je veux mettre à jour le bateau, mais je ne l'ai pas tout, donc comment est-ce que je fais pour gérer cette situation-là? J'ai oublié des règles d'affaires. Ça crée des applications qui sont très data-driven et non très user-driven. Exactement. Donc là, c'est juste que ça fait un genre de spaghetti, qui est correct. Si on a une petite application, ça peut être correct aussi. Mais si on veut faire quelque chose d'un peu plus performant, un peu plus évolutif, un peu plus clean, je pense qu'on doit regarder à des patrons ou des choses qui sont un peu plus intéressantes aussi pour le long terme. Donc, ça, c'est l'application traditionnelle. Si je passe à la prochaine slide, en gros, CQRS, c'est un patron d'architecture qui veut dire le Command and Query Responsibility Segregation. En gros, ça veut dire qu'on sépare notre système en des commandes puis en des requêtes, puis les deux ont des responsabilités complètement différentes. On les sépare. C'est juste ça que ça veut dire CQRS. Ça ne veut pas dire qu'on met plein de choses en place, ça ne veut pas dire qu'on fait ci, qu'on fait ça. Ça veut juste dire qu'on pense à l'avance. C'est une séparation fonctionnelle des deux concept, en fait. Mais c'est pas nouveau, ça. Si on regarde, tu sais, moi, j'ai travaillé dans le temps sur des systèmes AS400 ou des systèmes, c'était un peu ça. Tu remplissais un gros écran, tu faisais send, puis là, ton écran rafraîchissait, puis tu avais ton résultat. C'est un peu le même principe, là. Si on se projette aujourd'hui avec des technologies modernes, finalement. Donc, l'idée, c'est que si vous avez déjà travaillé avec des sites web, qu'au lieu de travailler sur du data, puis qu'on a un bouton Save, mais qu'on a plutôt des boutons qui parlent d'action. Donc, des UI basés sur des tâches, souvent, c'est des architectures qui vont être bâties justement pour refléter ce genre plus orienté sur le domaine d'affaires aussi, et non sur, justement, comme tu disais, au lieu d'être un save, moi, je pense toujours à l'exemple de système de ressources humaines, on engage un employé, on sauvegarde pas un employé. On l'engage, il y a des processus du naming, c'est ça qui va en conséquence avec ça. Ça nous aide justement à bâtir un meilleur domaine d'affaires parce que là, on a des vrais mots qui veulent dire qu'est-ce qu'on fait et non pas, si tu veux lui donner une promotion, ajoute un record à telle place, puis ça veut dire qu'il y a une promotion. Non, c'est vraiment ajouter une promotion, c'est quoi son nouveau grade, c'est quoi son nouveau salaire. C'est vraiment des actions qu'on envoie au système. Puis on retire aussi probablement beaucoup de règles d'affaires cachées dans la BD, des règles d'intégrité qui vont donner des règles du domaine plus que des règles de BD cachées qu'on ne voit pas, puis que souvent ça plante, puis il faut toujours amener cette erreur-là, puis on ne sait pas pourquoi. C'est vrai. Puis, quand vous regardez le dessin qui est à l'écran, on voit que dans ce dessin-là, on a mis deux modèles. On a un modèle d'écriture, puis on a aussi un modèle de lecture. Puis là, on les a mis dans la même base de données. Donc, ça peut être valide aussi comme une architecture CQRS. On mélange tout ensemble, mais on sait que le système répond de façon différente aux lectures et aux actions, aux commandes. Mais on pourrait dire que les actions d'écriture écrivent le data à 4 ou 5 places pour être beaucoup plus optimal pour les lecteurs de cette information-là. On l'inscrit dans le warehouse, on l'inscrit à une autre place, on l'inscrit à une troisième place, puis on l'inscrit aussi dans une cache pour que les applications web vont vite. Donc, c'est vraiment une architecture qui est très flexible. C'est un peu quasiment le même parallèle dans un monde plus hardware, mais dans des systèmes d'écriture sur disque RAID, par exemple, où ton écriture est distribuée, mais quand tu lis, tu n'as pas besoin de lire sur toutes les disques parce que ton écriture est distribuée, mais ta lecture peut venir de différentes places. Fait que tu scales ta lecture et ton écriture en même temps. Puis ça, c'est du parallélisme, dans le sens que je peux lire d'une place parce que je sais que c'est écrit de la même façon aux autres places. Mais CQRS nous encourage aussi de dire on peut écrire des choses différentes à des différentes places parce que les lecteurs, eux, ne sont pas préoccupés justement par l'information superflue qui a été écrite à telle autre place pour tel autre domaine d'affaires. Donc, ça devient super intéressant à ce niveau-là. Là, naturellement, quand on parle de ça, le monde, ils ont entendu un peu parler de cette théorie-là ou ce patron-là. Puis ils disent, oui, mais j'ai entendu dire qu'il fallait absolument que je fasse des modèles différents d'écriture puis de lecture. On n'est pas obligé. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oui, mais ça marche juste avec des écrans basés sur des tâches, des actions. C'est vrai, ça va mieux, mais aussi je connais du monde qui ont fait des projets CQRS avec des interfaces REST, qui veut dire donc on a un même modèle d'écriture et de lecture parce que c'est ça la ressource. Ça fonctionne très bien. Du CRUD, le create, update, delete, update, tous les patterns marchent pareil, même avec si c'est une commande ou une... En tout, il faut juste dire que quand on reçoit la commande de création ou de mise à jour, ben, on envoie une commande de création ou de mise à jour. Puis le modèle de lecture, le read, passe par un chemin qui est différent, tout simplement. Donc, c'est pas vraiment un gros problème. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oui, mais si je fais le CQRS, il faut absolument que je fasse du event sourcing. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi l'event sourcing, en gros, c'est de dire, j'ai une représentation de mon information, mais je peux tout le temps y retourner parce que j'ai la somme, je peux juste refaire tous les événements une par une, puis si je réexécute toutes les transactions une après une, bien, j'arrive à la même conclusion, donc au même data.
C'est indépendant de ça. C'est indépendant. Ça va bien ensemble, mais c'est quand même indépendant. Ça va très bien ensemble, justement, parce qu'on a les commandes qui rentrent dans le système qui peuvent représenter facilement nos événements. Donc, on peut les rejouer. Mais si on n'a pas l'argent ou le besoin de faire ce genre de choses-là dans notre architecture, on ne le fait pas tout simplement. Quelque chose d'autre qu'on pense souvent quand on fait du CQRS, c'est la consistance éventuelle. Donc, l'exemple facile que je donne souvent aux personnes, c'est que quand vous achetez un billet d'avion, puis que vous faites « Go, je l'achète mon billet d'avion », est-ce qu'il est vraiment à vous par le temps que la nouvelle page apparaisse? Ou est-ce que le billet vous est attribué plus tard quand vous recevez le email de confirmation que vous avez acheté votre billet? Donc, c'est ça la consistance éventuelle. C'est éventuellement, je vais avoir la confirmation que tous les 3000 systèmes sur l'Internet se sont synchronisés, se sont finalement mis à jour. Même chose sur les commandes sur Amazon, j'imagine. C'est l'exemple aussi que j'ai déjà parlé de ça, c'est que tu peux commander un livre sur Amazon, à l'écran, il dit qu'il y en a 3 en inventaire, mais peut-être qu'ils ont déjà été vendus au moment où tu passes ta commande. Exactement. Mais si tu ne le sais pas, il va juste te dire, OK, tu as un délai de livraison plus grand que l'habitude, mais tu vas recevoir ton livre pareil, même s'ils n'en ont plus en inventaire. Puis ces systèmes-là, ils se basent sur des statistiques pour justement de dire, bon, 99,5% du temps, on sait que ça va passer bien, il y en a assez, il y a tout le temps de l'inventaire, on peut tout le temps en recommander s'il y a un problème. Puis dans le 0,01% du temps que ça ne fonctionnera pas, on va prendre le téléphone, puis on va compenser pour la transaction, on va peut-être lui offrir un livre gratuit, on va peut-être faire une bonne deal qui est avantageux pour dire, ça nous a coûté 200$ régler l'exception, mais on n'a pas investi 1 million à développer un système qui est capable de tout mettre à jour en temps réel. Qui est complètement cohérent tout le temps. Exactement. Puis justement, à la droite de la slide, il y a quelque chose qui s'appelle le théorème du cap. Donc, le théorème du cap, en fond, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'on peut juste en choisir 2 de ces 3 principes-là. On peut être consistant, on peut partitionner le système, qui veut dire séparer le système en plusieurs morceaux, ou on peut être disponible. Donc, si on veut beaucoup de disponibilité, puis on est capable de le séparer sur l'Internet, justement pour dire, bon, bien, telles données sont en France, telles données sont en Italie, telles données sont au Canada, il faut que je laisse aller la consistance si je ne veux pas avoir à payer trop cher pour mon système. C'est ça. OK. Le dernier point, j'avais écrit messagerie, c'est que quand on envoie des commandes à un système, ça ressemble beaucoup à des concepts d'architecture de messagerie, des publish, subscribe, tout ce genre d'architecture-là. Des service bus. Des service bus, effectivement, qui sont toutes des technologies pour être capable d'implémenter nos patrons d'architecture de CQRS. Là, la slide que tout le monde adore, c'est, là, tu m'as parlé d'un super patron, mais quand est-ce que je l'appelle? Tout le temps. Tout le temps. Parce que c'est la première chose que j'ai écrite. Toujours en esprit, il faudrait tout le temps prendre ces patrons-là, je pense, puis les garder en tête pour se dire, il faudrait que je tende vers ce genre de projet-là, vers ce genre d'architecture-là, si possible. C'est plus facile si vous avez une interface basée sur des tâches. Si vous faites du Access, qui est basé sur du data, c'est peut-être moins possible. C'est pas conçu pour ça, maintenant. Exactement. Puis, comme vous l'avez dit tantôt, quand on commence à bien identifier un domaine d'affaires, ben là, je pense qu'on a des morceaux en place pour justement arriver à ce genre d'architecture-là de façon plus naturelle. Donc, ça, c'est bon. Puis, le dernier, je pense, c'est la performance. Être capable de gérer des événements, on peut les accumuler, on n'est pas obligé de les traiter en temps réel, puis on va être capable de gérer la lecture séparément. Je pense que ça nous permet de bâtir des systèmes qui sont hyper performants. Puis, sur Internet, quand on pense plus juste à les 300 personnes de ma compagnie, on pense aux 3 millions de clients potentiels que je peux avoir. Donc, il faut avoir ce genre de système-là en place. Ce que j'aime me poser comme question aussi là-dedans, c'est que, bien, mettons, je suis quelqu'un, j'ai déjà une application fonctionnelle qui n'est pas CQRS. Est-ce que ça peut être possible de garder mon application, puis pendant l'évolution de l'application, la transformer pour appliquer ces pratiques-là, ou il faut que je la reconstruise au complet? Bonne question. Je pense que ça va dépendre du projet. Mais je pense que c'est possible parce qu'on pourrait dire tout simplement, mais il y a déjà un modèle de lecture, il y a déjà un modèle d'écriture. Puis là, on commence à dire, quand on écrit au système, on multiplie les écritures sur disque pour refléter plus d'un modèle de lecture que le dos qu'on s'entend qu'on va utiliser. C'est possible d'y aller graduellement en extrayant des commandes par rapport au domaine qu'on est en train de faire, avec tranquillement. Ça peut être par module, ça peut être par écran, ça peut être par... On peut y aller vraiment graduellement. Ça pourrait être tout simplement événementiel. À chaque fois que j'écris, par exemple, que je fais un update sur mon concept de bateau, il y a quelque chose qui analyse qu'est-ce que je change dans mon bateau, qui lui va extraire les commandes, puis envoyer ça à d'autres. Fait qu'au lieu que la commande soit dégénérée upfront, c'est juste elle est déduite par le delta de ce qu'on essaie. De modification au data qui est fait. Donc, je pense que ça peut être un bon chemin de migration, justement. Pour des applications distantes qui fonctionnent déjà aujourd'hui. Exactement, aller vers ce chemin-là. OK. Donc là, Eric, tu veux nous parler un peu de quelle technologie qu'on peut utiliser avec tout ça, dans le fond, parce que je pense qu'il y en a plus qu'une qui est disponible. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous montrer
On fait 3 petites démos sur une technologie qui s'appelle Mediator, qui est disponible gratuitement via NuGet. C'est sur GitHub, le code source est là aussi. Donc, je suis sûr que si vous voulez contribuer, il n'y a aucun problème. Comme je disais, ce n'est pas une technologie de type CQRS. C'est une technologie qui va nous aider à atteindre certains objectifs du CQRS, mais il n'y a pas le mot CQRS du tout dans la documentation. Pour gérer la partie messagerie puis communication. Exactement. C'est ça qu'on va voir. Okay. Pourquoi que j'aime ce projet-là? Ben, tout simplement, c'est à cause qu'il y a 3 ans d'évolution, puis il est encore actif. Donc, souvent, les projets GitHub, ça part fort, puis après ça, tout à coup, bon, il n'y a plus d'activité. C'est fini. Donc, ça, c'est un projet encore qui est vivant. J'ai le URL sur GitHub de ce projet-là, donc si jamais vous voulez y aller, c'est là. Oui, puis on va pouvoir le mettre justement sur la vidéo, on va le mettre dans les liens disponibles. Oui, super. C'est aussi une technologie qui a été mise à jour très récemment pour supporter .NET Core et le .NET normal. Donc, c'est pas une technologie que quand vous l'utilisez, puis là, vous faites une transition vers le nouveau .NET Core, que vous dites « Oh non, qu'est-ce que je fais avec cette chose-là? » Ça s'intègre avec plein de IOC, que vous faites du Structure Map ou du Ninject, du AutoFac, ça va fonctionner. Puis, comme je disais, ce n'est pas la seule technologie. Je ne veux pas que vous regardez ça et vous dites « Ah, il faut que je prenne ça ». Il faut que vous le regardez en disant « Ah, OK, ça, c'en est un, qui a des avantages puis des désavantages. C'est quoi les autres qui existent? » Je viens de finir un projet avec ce projet-là. C'est super bien allé. Il y a 5 ans, j'en ai fait un autre projet avec les mêmes concepts de base, mais je n'avais pas ce module-là. J'en ai utilisé un autre qui s'appelait Tiny Messenger, qui fonctionnait très bien. C'est une classe, au fond, de genre 300 lignes de code qui est juste ajoutée à ton projet. Ça fonctionnait très bien. Les concepts étaient là. C'est un modèle PubSub, j'imagine? Exact, c'est ça. Exactement. Il n'y avait pas la flexibilité puis la finesse de Mediator, mais on parle d'il y a 5 ans. Donc, ça fonctionnait quand même très bien. Cool. Donc là, Eric, tu veux nous faire quelques démos avec le librairie Mediator pour nous montrer un peu comment installer ça, comment démarrer un projet avec ça. Donc, c'est ça, il y a 3 démos. Puis, Mediator, c'est relativement moderne dans le sens que ça a été fait dernièrement. Puis, ça utilise des technologies comme des conteneurs d'inversion. Donc, il faut les configurer, ces choses-là. Puis, c'est pas tout le temps évident à faire. Donc, partons un petit projet, puis regardons comment configurer ça. Ça va prendre quelques secondes. Ouais. Donc, juste fermer mon PowerPoint. Retourner à Visual Studio. On va partir à un nouveau projet. Donc, on part, nouveau projet, tout nu, rien, on part à zéro. Oui, je vais le faire avec du .NET Core. En simplement parce que ça sonne plus moderne. On peut, oui. Plus qu'on peut. C'est presque instantané. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? C'est qu'on va aller dans l'onglet Package Manager Console. On va ajouter les packages qu'on a besoin. Donc, le premier qu'on a besoin, c'est Mediator. Donc, je vais taper la commande Install Package Mediator. Qu'on aurait pu aussi faire via l'interface. Oui, c'est certain. Pour le NuGet Package Manager. On peut faire la même chose visuel, en venant ici et en faisant Manage NuGet Packages. On va voir tout simplement que Mediator a été ajouté. La deuxième qu'on va ajouter, on va faire un Install Package. Puis là, on va aller chercher AutoFac. Donc, les exemples, je les fais tout simplement avec AutoFac, qui est un conteneur d'inversion standard. Comme tu disais, ça pourrait supporter n'importe quel autre Ninject, Structure Map, Unity. Aucun problème. Aucun problème. Même que dans la documentation sur GitHub, il donne des exemples comment configurer chacun de ces conteneurs-là. Donc, vous n'êtes pas pris à tout comprendre ces choses-là vous autres-mêmes. Là, on a un projet tout nu. On va enlever notre Hello World parce qu'on va le remplacer par quelque chose d'autre. Mais je ne vais pas taper toute cette grande méthode-là. Donc, on va faire un petit peu de magie, aussi connue comme cut and paste. Super. Puis, on va aller rajouter ça ici. La raison que ça nous donne des trucs, c'est que je ne peux pas rajouter les using, il faut rajouter des namespaces. Donc, pour ceux-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste venir ici, puis on va faire un peu de magie de Visual Studio, ajouter les using AutoFac, puis je pense qu'il y en a un autre ici pour Make Generic Type, qui est dans les librairies de réflexion. Et on va faire une autre fois ici. Là, ça devrait compléter. Et on va faire quelque chose. On va aller chercher notre instance. On va dire var mediator est égal à get mediator. Ça, c'est l'utilisation. Okay. Prenons quelques secondes juste pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est fait. Donc, tu zoomes un petit peu peut-être? Oui, on va zoomer le texte. Ces choses-là, on n'en aura pas de besoin. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée un nouveau builder. Le builder, c'est comme l'instance de AutoFac qui nous permet d'enregistrer des choses dedans pour qu'il va nous générer un conteneur plus tard. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer qu'est-ce qu'on appelle un
une source pour des génériques contravariants. Je ne vais pas rentrer trop dans la technologie, mais ça va permettre de dire au système, je veux que cette classe-là soit instanciée quand je demande quelque chose de générique. Donc, je n'ai pas besoin de nommer les types, je vais pouvoir donner juste de dire, mes types ne sont pas fermés, ils sont ouverts et je peux les générer. Ça, c'est l'équivalent quand on fait des types génériques avec le keyword out. Exactement. Donc, ça nous permet de dire, d'agir de façon générique. Qui peut créer des types. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le mediator. Donc, on va dire enregistre le type mediator, puis on va le retrouver via l'interface iMediator. Puis, juste de par l'exemple, je vais rester avec que l'instance, elle va durer le lifetime, mais comme je suis dans une console, ça n'a pas beaucoup de... C'est comme si c'était un singleton. Exactement. Donc, c'est bon pour mon application console. J'imagine dans un site web, tu peux avoir des lifetimes plus par request ou par thread ou par... C'est l'idée. Puis ça, c'est des choses que... j'ai fait exprès de faire une démo avec ça parce que justement, ça peut devenir compliqué dans certains scénarios parce qu'il faut vraiment penser, OK, là, ça va me donner une instance de ça, mais là, si je fais telle chose, il ne faut pas que ça dure toute ma requête ou il faut que ça dure seulement pour cette requête-là. Donc, c'est toutes des petites choses. Qu'est-ce que vous allez voir, c'est que le mediator fonctionne avec deux concepts. Le premier concept, c'est j'ai besoin d'une instance de quelque chose. Donc, quand j'envoie une requête au système, on veut qu'il y ait seulement une personne qui peut répondre à cette requête-là. Donc, un handler pour cette requête-là. Okay. Donc, on doit enregistrer, c'est quoi comme la factory qui est capable, l'usine qui est capable de construire ces instances-là uniques. La deuxième partie, c'est être capable de dire, oui, mais autant qu'une requête, il faut qu'elle soit gérée par un seul handler, une notification pourrait notifier potentiellement plusieurs personnes. Ouais. Donc là, on a besoin d'une factory ou une usine qui est capable de générer plusieurs instances pour un type donné. La dernière partie, c'est la partie qui est vraiment magique dans Mediator, c'est qu'on dit « découvre dynamiquement toutes les choses que j'ai de besoin dans ce DLL-là ». Je n'ai pas besoin de les nommer un par un, je veux juste dire « voici un DLL, arrange-toi avec ce DLL-là pour tout retrouver ». Est-ce que les choses doivent implémenter une interface particulière? Oui, c'est ça qu'on va voir dans les prochaines démos. Donc là, Eric, deuxième démonstration, vers quoi tu veux nous amener avec ça? Donc, la deuxième démo, c'est là que ça rentre vraiment dans la partie intéressante de c'est quoi Mediator. Mediator permet de faire deux choses très bien. La première chose, c'est envoyer une requête, puis gérer la réponse. Première chose qu'on va voir. La deuxième chose, c'est de dire, ouais, mais dans un système, des fois, il faut être notifié d'événements. Donc, quand je veux notifier envoyer une notification, puis comment je fais pour m'abonner à cette notification-là pour vraiment être abonné. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Okay. On retourne dans notre Visual Studio. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter un petit console.readKey, juste pour pas que les fenêtres se ferment trop rapidement. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire, là qu'on a une instance de notre mediator, on va faire mediator.send, mais là, il faut lui envoyer quelque chose. On va s'inventer quelque chose, puis on va lui dire, par exemple, un new ping request. On est en train d'inventer tout ça on the fly. Tu vas venir faire un ping-pong, toi. Aha! Donc, étant donné qu'on a un ping request, il faudrait peut-être déclarer cette classe-là. Donc, on va se créer une nouvelle classe, public, si je savais taper, public class ping request. Mais ça ne complique toujours pas. Mediator nous enforce une certaine règle qui dit vous devez implémenter certaines interfaces pour que ça fonctionne. Donc, nous, on veut être un iRequest. On va ajouter le namespace, on va juste avoir à faire ça une seule fois. Tout simplement. C'est ce qu'on voyait tantôt pour le Implemented Interface dans les différentes lignes qu'on avait dans la configuration. Là. Exactement. Donc là, l'idée, c'est que le système, il va découvrir que ça, c'est un request, puis il va essayer de trouver un handler, quelque chose qui peut gérer ça. Donc, si j'exécute mon programme qui compile, ça ne va pas fonctionner parce qu'on n'a pas justement donné la classe ou la chose qui va gérer ce message-là. Donc, on va tout de suite avoir une erreur qui nous dit, où c'est que l'erreur apparaît, Invalid operation in mediator DLL. Oui, puis là, le message, pourquoi ne sait-il pas? On n'a pas eu le visuel. Oui, le nouveau visuel exception handler qui est tellement merveilleux. Il était caché, justement. Oui, je sais que je t'ai forcé à zoomer un petit peu ton interface, puis on a caché les messages pour que tu puisses lire. Donc, en gros, le système, il nous dit c'est une erreur invalide parce qu'on n'a pas trouvé de handler pour gérer ce message-là. Aucun problème. On arrête tout ça. On va aller en dessous de notre classe ping request, puis là, on va s'inventer une autre classe qui s'appelle ping request handler, tout simplement. Ça va être un iRequest
Request handler. Handler. Donc, c'est très intuitif. Générique. J'aime ça que vous le voyez tout de suite. Puis c'est générique, ça va gérer des ping requests. On rajoute nos accolades. C'est une interface. Est-ce qu'on préfère un handler générique qui handle des high requests ou il faut vraiment qu'il soit spécifique à un type de request? Dans le cas des requests, il faut absolument être générique sur la requête. Le type concret et non l'interface. On va voir plus tard, il y a des choses qu'on peut faire de façon plus générique. Genre catch-all un peu là, pour... Exactement. Okay. Je vais implémenter l'interface, si on veut, qui me donne une méthode handle. Puis dans la méthode handle, là, on va faire un beau console.writeLine. Donc là, lui, c'est vraiment l'endroit où on dit qu'est-ce qu'il va faire avec sa request. Exactement. Puis on va dire ici handled a ping. Bon, on va l'écrire en français. Et gérer un ping. Donc, si je réexécute la même chose maintenant, dans ma console, si la magie a fonctionné, on doit avoir notre message. OK, là, avec des caractères un peu bizarres, mais ça fonctionne. L'idée est là. OK. Donc, on va revenir en anglais. Managed ping request. Donc là, ça c'est beau, ça semble bien fonctionner. Mais qu'est-ce qu'il y a si on veut une réponse? Donc là, on va s'inventer. Tu as envoyé ta request, mais là, tu as juste comme fait un traitement, c'est plus comme un fire and forget, qui est arrivé quelque chose, puis tu n'as pas... On n'a aucune idée du résultat. Là. Non, on ne sait pas quand est-ce que ça exécute, puis on n'a pas de façon de retourner un résultat. Ça, c'est fait, ma question, j'imagine, ça va peut-être l'expliquer plus tard, mais ça, c'est fait de façon synchrone ou asynchrone en ce moment? Donc là, présentement, c'est fait de façon synchrone. Okay. Quand on fait le send, tout le traitement s'exécute. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ici, puis on va dire, on veut une réponse. Donc, on va s'inventer une autre classe qui s'appelle un Pong Response. Cette classe-là n'a pas besoin d'implémenter d'interface parce que le système ne va rien faire avec. Par contre, je dois spécifier que mon ping request va retourner un Pong Response. Okay. Donc là, le système il va un peu comprendre ce qu'on essaie de faire. Naturellement, là, maintenant, le système il dit « Ouais, mais là, mon handler, il n'est plus fait pour gérer ça. » Donc, on va dire... On est un request de ping request et notre job, c'est retourner des pong response. À quel temps je dois aussi changer ma signature maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on va l'implémenter puis on va faire du cut and paste. On va prendre notre traitement, on l'emmène dans la nouvelle méthode. On va enlever l'ancienne qui n'est plus valide. Et je vais retourner tout simplement une nouvelle instance de mon Pong response, il n'y a pas de data à ce point-là. Et tout simplement, à partir de maintenant, le système va retourner la réponse. On va l'exécuter, juste voir si ça fonctionne. Oui, parce que là, ma prochaine question, c'est à quel endroit il retourne cette réponse-là. Ah! Donc, le système va fonctionner. On est encore rentré dans notre méthode, mais là, on n'a pas capturé la réponse comme tu dis, Eric. Puis là, ça devient un petit peu compliqué. Parce que c'est à cette ligne-ci qu'on dit « envoie un ping request », mais c'est aussi à cette ligne-là que je m'attends à avoir la réponse. Mais je ne peux pas faire... Parce que notre send doit être un void. Non? OK. Il va-tu le prendre? Ah, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que toutes les sends sont asynchrones. Oui. Il faut faire un petit peu de magie, si on veut, pour être capable de transformer, parce que mon main, lui, il n'est pas synchrone. Il n'est pas asynchrone. Je ne suis pas dans le contexte d'une méthode... Là, on parle de faire un async await, dans le fond, fait que là, tu vas aller rechercher le résultat de ton send, finalement. Oui. Puis là, une fois de plus, je vais juste aller chercher cette ligne-là, qui est juste ici. Touk, touk. Parce que c'est une ligne un petit peu longue à écrire. On va la mettre en commentaire, puis on va la copy-paster. Donc, l'idée, c'est que... on va aussi amener notre librairie. Donc, l'idée, c'est que pour être capable d'appeler une méthode asynchrone d'une méthode qui n'est pas asynchrone, il faut justement que je la cédule la tâche pour exécuter. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un task.run. On va lui dire, qu'est-ce qu'on s'attend de cette tâche-là? C'est un Pong response. Puis là, j'ai le droit de définir un lambda, là, une action, si on veut. Puis elle, je peux la mettre asynchrone, qui va me permettre d'appeler la méthode send. Donc, la même chose. Puis là, juste pour sortir de ce mode-là, il faut que je fasse getAwaiter, puis getResult, là, juste pour comme transformer la réponse de la tâche. Dépackager la réponse et tout ça. Puis... Donc, me donner quelque chose que je peux utiliser. Donc là, si je roule la même chose, cette fois-ci, ça devrait fonctionner sans aucun problème. Et j'aurai accès à la réponse dans le code. Je ne pourrais pas faire du traitement.
Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Quand on exécute une requête, souvent après ça, on veut notifier des choses parce qu'on veut que peut-être l'interface change. Par exemple, j'ai une commande qui s'appelle « Ajouter un nouvel item ». Bien là, les list view doivent écouter sur le fait qu'il y a un nouvel item qui a été ajouté puis répondre à ça. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une nouvelle classe qui s'appelle, on va l'appeler ping occurred. Puis ça va être un i notification. Tout simplement. Je vais juste ouvrir les parenthèses. Donc ça va être une notification. Dans notre traitement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, on va publier cet événement-là. Donc là, on va dire mediator. On n'a pas notre instance de mediator. Comme il y a beaucoup de magie, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un constructeur. OK. Fait que là, on va utiliser les concepts d'inversion de dépendance et d'injection pour aller chercher une instance de notre médiateur qui va nous être injecté au runtime. Exactement. Puis là, juste faire this.mediator est égal à mediator. Il y a des syntaxes plus intéressantes, mais pour l'exercice, ça va être parfait. Donc là, je suis allé capturer au niveau de la construction de mon handler une instance de mon interface pour pouvoir reparler après ça à mediator lui-même, qui va me permettre à l'intérieur de la méthode de gestion de faire mediator, point. Puis là, au lieu de faire send, on va faire publish. Je veux publier un événement. Donc là, ça va être un ping occurred. Aussi simple que ça. Dans le traitement de mon truc, ben de ma requête, si on veut, de mon handler, on va publier un événement. On va juste compiler pour voir que ça fonctionne encore. Ça fonctionne. La différence de tantôt, c'était que quand on n'avait pas de handler pour notre requête, ça n'a pas fonctionné. Là, si je n'ai pas de handler pour ma notification, ça fonctionne. C'est un scénario normal. Ça se peut que tu n'aies personne qui écoute. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a parti l'exemple, on n'en a pas. Là, on va tout simplement en ajouter un. Donc, on retourne en haut. À côté de notre ping occurred, on va se créer une nouvelle classe. Là, je regarde notre liste de classes qui s'agrandit, mais on voit vraiment que d'un point de vue domaine d'affaires, toutes ces classes-là sont reliées ensemble. T'aurais-tu des conseils, des bonnes pratiques à comment organiser ça? Parce qu'évidemment, on veut une classe par fichier en temps normal. On veut peut-être pas se faire un dossier juste avec les handlers, juste avec les requests. Ou est-ce qu'on essaye d'organiser plus en domaine d'affaires? Y a-t-il quelque chose qui est mieux de ce côté-là, selon toi? Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose de mieux. Il faut utiliser des namespaces pour commencer à organiser les handlers, les notifications, ces choses-là. Là, je mets tout dans le même fichier juste pour les buts de l'exemple. C'est juste plus simple pour faire l'exemple. Mais comme tu dis, on pourrait organiser ça probablement tout ce qui a rapport au même domaine ou au même concept. En fait, ensemble, on aurait les handlers, les requests, les responses dans un même folder ou dans un même namespace, puis on en aurait un autre namespace pour les autres. Je pense pas que ce serait une bonne pratique de dire on met tous les handlers dans un coin, tous les requests dans un autre. Je pense que c'est... On aime ça travailler ensemble. On aime ça travailler ensemble dans les mêmes morceaux. Donc, exemple, ici, on aurait un namespace ping-pong, puis à l'intérieur, on aurait nos handlers. Toute la gestion, oui. Donc, j'ai rajouté un observateur de cette notification-là. Ça implémente une interface qui s'appelle iNotificationHandler. Qu'est-ce qu'on va observer? Ce sont des ping occurred. Puis là, ça me donne une méthode simplement qui s'appelle handle. Puis là, on va faire encore un console.writeLine. Puis on va dire ping occurred, juste pour se prouver que ça fonctionne. Si je reroule l'exemple, magie, le système découvre automatiquement tous ces objets-là, toute cette fonctionnalité-là. Puis on voit bien qu'on a géré notre requête, puis on a envoyé un événement, une notification qui a été observée. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que je peux juste prendre ma classe, puis là, on va la duplicater. On va mettre un 2 devant. Oups, pas dedans, mais à la fin. Le reste devrait être séparé. On pourrait l'appeler ping occurred 2, par exemple. On va juste rajouter ça aussi. Puis si je repars la même application, là, tout à coup, j'ai 2 observateurs pour ce même événement-là. Donc, on peut voir que si j'ai une interface graphique qui utilise cette librairie-là à l'intérieur de mon application mobile, je peux notifier les différentes parties d'interface pour qu'eux réagissent au fait qu'il y a des changements d'état dans le système. Donc, ça devient super intéressant. Donc, maintenant, on est rendu à la 3e démo. Là, tu veux nous parler de pipeline. Qu'est-ce que c'est exactement ce concept? Donc, les pipelines, ce n'est pas des pipelines d'essence, c'est vraiment des pipelines. C'est l'habilité de dire, j'exécute avant
et j'exécute après mon traitement. C'est un modèle décorateur un peu. Exactement. Il y avait ça justement des behaviors, des comportements qu'on peut ajouter. Puis c'est une belle façon de rajouter dans un système tout ce qu'on parle des NFR, donc les Non-Functional Requirements, tout ce qui est logging, tracing, les non-requis comme ça. Sécurité, même à la limite. Gestion d'exception, gestion d'erreur, ça peut tout être des choses qui vont être faites comme ça. Donc on va essayer d'en créer un pour le faire. Okay. Sortir d'ici, retourner dans notre projet Visual Studio. On va monter en haut. C'est un pléonasme, mais monter en haut. Ah oui, j'ai monté. On peut monter, on peut aller en haut. Ça va nécessairement aller en haut. Ouais. Si on monte, c'est nécessairement en haut. Donc, on va créer une nouvelle classe qui s'appelle, disons qu'on va faire du logging. Donc, on va l'appeler le logging behavior. Puis là, il faut naturellement utiliser une interface pour dire que le système puisse retrouver ces choses-là. On va être un I pipeline behavior. Puis nous, on veut agir sur des ping requests qui retournent des pong response. Est-ce que c'est obligé de gérer la request et la response pour avoir un pipeline ou on peut juste gérer la request indépendamment de la response? Il faut tout. Donc, comme les requêtes, leur interface dépend de la réponse, on est obligé de les gérer ensemble. Donc, ça ne s'applique pas aux notifications, ça s'applique aux handlers. Effectivement. OK. Effectivement. C'est aussi au niveau de la configuration, c'est là que les décorateurs deviennent intéressants parce qu'on peut dire que ces décorateurs-là s'appliquent à tous les requêtes. Donc, au lieu de les mettre sur des ping requests, on pourrait les mettre sur des I requests. Et I response, j'imagine. Oui. Puis là, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on a des mécaniques génériques qui vont s'appliquer à tout pour intercepter les messages qui se promènent. Comme c'est une interface, il faut implémenter la méthode qui nous manque. J'aime ça parce que c'est des implémentations très simples. Tu sais, les interfaces, tu sais, il y a des gens qui ont tendance à packer les interfaces avec plein de méthodes, mais une interface devrait essentiellement être pratiquement juste une ou deux méthodes. Une responsabilité maximum. C'est pas énormément de... Puis on n'a pas parlé de la testabilité, mais avec justement des classes assez simples comme ça, qui ont une seule ou deux méthodes, la testabilité de ça, c'est excellent. C'est facile à tester. Puis le fait que c'est tous des morceaux, ça fait qu'on peut les tester indépendamment aussi. Donc c'est super souvent, ça fait peur aux gens, par exemple, d'avoir énormément de structure par rapport à du code dans une méthode, mais je pense que les gens, il faut qu'on s'habitue à avoir plus de structure, plus de code de structure que de code opérationnel souvent dans les classes. C'est souvent ça qui fait que le système est extensible et plus malléable aussi. Donc, on a dit qu'on voulait décorer. Donc, quand on décore, on a l'option souvent de faire du traitement avant, pré et post. Puis faire du traitement après. Donc, on va écrire un start logging, puis un end logging. Une des caractéristiques d'un pipeline, c'est qu'on reçoit la prochaine action comme paramètre qui est enregistrée dans le système, qui est paramétrisé. Donc là, l'idée, c'est de dire, bon, il n'y a pas de problème, on va se créer la réponse qui est égale à next.invoke. Attends, je vais juste aller chercher le code du script. Je ne voudrais pas faire une erreur devant vous. J'en profite pendant que tu vas chercher ça. Peut-être mentionner aux gens que là, on parle beaucoup de décorateurs. Ceux qui se sont joints à notre chaîne depuis pas longtemps, dans une de nos premières vidéos, on parle du pattern, donc ceux qui veulent en savoir plus, sur le on pattern va faire un petit clin d'œil décorateur. là-dessus. Donc, je vais faire un await next, tout simplement. Ma méthode handle, je vais la mettre à sync pour que ça compile. Puis à la fin de tout ça, on va retourner la réponse. Nécessairement, vu que c'est un pipeline, tu ne veux pas non plus être dans le chemin critique de l'exécution de ton opération. Fait que le mettant en sync comme ça délègue un peu l'exécution de tout ça. Oui. Puis là, je réalise que j'ai fait une petite erreur. Le mot async, il vient après le mot public. Je me demandais pourquoi ça ne compilait pas, que le compilateur me disait que ça ne fonctionnait pas. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on vient de dire au système, introduis ce décorateur-là, ce comportement-là, avant et après toutes les gestions de mes ping requests et de mes pong response. Donc, on va l'exécuter juste pour voir qu'est-ce que ça nous donne. L'exemple à l'écran, on devrait le voir tout de suite. On commence le login, on traite le message, on envoie nos notifications, puis ensuite le logging, le pipeline fait son action de terminaison. Ça, c'est à cause que les notifications sont envoyées à l'intérieur du process, donc sont synchrones avec le process. Donc, notre pipeline englobe aussi les notifications. Englobe l'exécution des notifications, effectivement. Juste parce qu'on peut. On va prouver qu'on peut les imbriquer. Donc, je vais prendre ma classe logging behavior, puis on va la mettre ici, puis là, on va l'appeler le error behavior. Là,
On va changer un peu les libellés. Puis là, si je reroule le même exemple, on va voir que, comme c'est une chaîne de décoration, qu'on commence avec le logging, ensuite on commence à gérer la gestion d'erreurs, on fait notre traitement, les notifications, on finit la gestion d'erreurs et on finit le traitement. Puis c'est là que ça devient important de bien comprendre la configuration de notre IOC. Parce que l'ordre d'enregistrement est super C'est exactement important. là où je m'en allais. Je me disais, qu'est-ce qui détermine l'ordre dans lequel les décorateurs vont être appelés dans ce cas-ci? Comment c'est déterminé? Donc, ça? comme on utilise la magie du décorateur pour juste lire le DLL, on se retrouve avec, au fond, l'ordre dans lequel que lui les a trouvés. Qui est un peu aléatoire, magique. Mais ça se configure. Donc, l'idée, c'est que qu'est-ce que les personnes font habituellement? C'est qu'ils vont dire, les décorateurs ne les découvrent pas de façon dynamique, c'est moi qui vais les fournir. Okay. Mais habituellement, les décorateurs, il n'y en a pas 50, il y en a quelques-uns, parce que ça représente nos aspects de non fonctionnels. Donc, la gestion d'erreurs, le logging, la sécurité, monitoring de performance, la sécurité, des choses comme ça. Donc, c'était la troisième démo. Donc, pour terminer, Eric, tu nous as parlé d'un peu l'outil Mediator, qui est un des outils qui permet d'implémenter les patrons, CQRS et tout ça. Qu'est-ce que tu vois comme la suite de ça aussi, mettons, parce que je pense que le pattern CQRS, c'est bien, mais le Mediator, il y a une process. Comment on pourrait, mettons, étendre ça un peu plus loin? C'est sûr que CQRS, c'est quelque chose que je veux que vous gardez en tête. Si vous partez un projet ou vous faites évoluer un projet, gardez juste les concepts en tête. Ça ne veut pas dire de tout l'implémenter, ça veut juste dire pensez-y. La deuxième partie, c'est justement entourez-vous des bonnes technologies. Donc, Mediator, c'est quelque chose qui fait quelque chose de très spécifique. Si on a une architecture multi-node, justement, où il y a des nœuds qui parlent à d'autres nœuds, qui parlent à d'autres nœuds pour orchestrer des problèmes, orchestrer l'exécution d'un certain traitement, ou qui prennent un traitement puis qui le split en X traitements, comme on peut voir souvent dans des architectures SOA. Mediator, comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des choses. On pourrait l'étendre, mais il y a peut-être aussi d'autres projets qui pourraient nous aider. Trouver la bonne technologie pour résoudre de bons problèmes. Exactement. Et par exemple, N-Service Bus pourrait être un petit peu plus gros, un petit peu plus robuste. Ça pourrait peut-être Je pense que j'aime bien le Mediator parce que dans le fond, ça semble être un lot très simple de choses, très bien circonscrit. En fait, ça fait vraiment une chose, ça la fait bien. Puis je pense que c'est ça le bon choix de la librairie, c'est la librairie qui en fait le moins possible pour résoudre le problème qu'elle adresse. C'est aussi vraiment ma philosophie à moi aussi. On l'utilise Mediator dans des outils, des applications mobiles. Donc là, on envoyait des commandes au réseau, puis quand la réponse revenait avec succès, on envoyait des notifications que là, toutes les parties d'interface se mettaient à jour avec la nouvelle information. On l'a aussi utilisé d'un côté serveur pour dire que toutes les requêtes qui rentrent dans le serveur, on les gère on les transforme au fond la requête du service en requête pour Mediator. Puis après ça, on utilise Mediator justement pour activer des choses. Puis on utilise les notifications pour faire du traitement de validité des données. Donc, on a modifié ça, s'assurer qu'après ça, que le système est encore cohérent. Super. Parfait. Donc, pour terminer, je rappelle à tout le monde de s'inscrire à notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir avoir les informations, tous les liens, le source code. On va pouvoir mettre ça sur GitHub pour un peu montrer comment ça fonctionne pour ceux qui voudraient jouer avec. Puis, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va vous permettre de voir les prochaines vidéos. Merci. Merci.